Elle m'a dit, je ne suis pas prête. Épouse quelqu'un d'autre. J'ai refusé de la supplier pour un engagement. J'ai donc mis fin à notre relation, le cœur lourd mais la tête haute. Sa famille, furieuse, m'a appelé quelques jours plus tard. J'étais à mi-chemin, un genou à terre, quand elle a expiré lentement, irritée, et a dit, je ne suis pas prête. Si tu ne peux pas attendre, épouse quelqu'un d'autre. Pas de larmes, pas de choc, juste de l'agacement, comme si je lui avais demandé de m'aider à déménager un dimanche. Je m'appelle Léo, j'ai 25 ans. Elle, c'est Camille, 24 ans. Nous sommes ensemble depuis presque 3 ans. Nous vivons ensemble depuis 1 an, et avant que quiconque ne pose la question, oui, le mariage a été discuté à plusieurs reprises, de manière décontractée au début, puis plus sérieusement au cours des 6 derniers mois. Elle savait que cela ne sortait pas de nulle part. Nous étions dans notre appartement, celui dont nous partagions le loyer, celui qu'elle appelle notre foyer quand ça l'arrange, et mon appartement quand elle est en colère. Je n'avais rien prévu de spectaculaire. Pas de restaurant, pas de foule, juste une soirée tranquille à la maison, des plats à emporter sur le comptoir, son émission préférée en pause sur la télé. Elle a toujours dit qu'elle détestait les demandes en mariage public, qu'elle les trouvait théâtrales. Apparemment, les demandes privées aussi. Je suis resté là une seconde, l'écrin de la bague ouvert, me sentant exposé d'une manière à laquelle je n'étais pas préparé. Elle n'a pas regardé la bague. Elle m'a regardé comme si j'avais mal interprété l'ambiance. Je t'aime, a-t-elle ajouté rapidement, comme une clause de non-responsabilité, mais je n'en suis pas là, et je ne veux pas me sentir sous pression. Sous pression. 3 ans, des factures partagées, des meubles partagés, des discussions sur l'avenir partagées, mais ça, c'était de la pression. Je me suis relevé lentement et j'ai refermé l'écrin. Mes mains étaient stables, ce qui m'a surpris. J'ai dit, je t'aime aussi, mais je ne supplierai ni ne me battrai pour un engagement. Elle a ricané. Vraiment ricané. Pourquoi es-tu si dramatique? A-t-elle dit. Je suis juste honnête. Tu préférerais que je mente. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé. Pas quand elle a dit non, mais quand elle a supposé que je resterais de toute façon, comme si ce n'était qu'un report. Comme si j'allais hocher la tête, ranger la bague et attendre sagement derrière une ligne d'arrivée imaginaire qu'elle contrôlait. J'ai glissé la bague dans ma poche. D'accord, ai-je dit. Elle a froncé les sourcils. D'accord, quoi? D'accord, ai-je répété. Alors, c'est fini. Son visage a changé. Pas blessé, pas triste, confus, comme si ce n'était pas ainsi que le scénario devait se dérouler. Elle pensait que c'était une conversation. Elle n'avait pas réalisé que j'avais déjà pris ma décision. Elle a ri après que je l'ai dit. Pas un rire nerveux, pas de l'incrédulité. Un rire bref et sec, comme si je venais de menacer de démissionner après une mauvaise journée. Léo, arrête, a-t-elle dit. Tu es ridicule. Je ne me suis pas rassis. Je suis resté debout, ce qui semblait l'irriter plus que tout ce que j'avais dit jusqu'à présent. Non, je ne le suis pas, ai-je répondu. Tu m'as dit d'épouser quelqu'un d'autre si je ne pouvais pas attendre. Je te prends simplement au sérieux. Elle a levé les yeux au ciel et a attrapé son téléphone sur le canapé. Tu fais toujours ça. Tu transformes tout en ultimatum. Encore ce mot, ultimatum. Comme si je l'avais acculée au lieu de poser une question que j'avais mérité le droit de poser. Je lui ai rappelé calmement que c'était elle qui avait parlé d'échéance en premier. Que c'était elle qui m'envoyait des bagues de fiançailles sur Instagram pour plaisanter, qu'elle parlait des mariages comme d'idées abstraites jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus soudainement. Elle m'a fait un signe de la main pour me repousser. Ça ne veut pas dire que j'étais d'accord avec quoi que ce soit. Je n'ai que 24 ans. Je veux encore vivre ma vie, comme si l'engagement signifiait la mort. Je lui ai demandé ce qu'elle attendait exactement. Une étape professionnelle, un certain âge, un sentiment? Elle a haussé les épaules. Je le saurai quand je le saurai. Cette réponse a été plus dure que le rejet, car elle signifiait qu'il n'y avait pas de ligne d'arrivée, pas d'objectif commun, juste moi, immobile, pendant qu'elle décidait si et quand j'en valais la peine. Je lui ai dit que je ne lui demandais pas de se presser. Je lui demandais de choisir. C'est là que son ton a changé. Pourquoi as-tu si besoin d'une bague? A-t-elle lancé.
C'est une question d'ego? Comme si tu avais besoin de m'enchaîner avant que je ne réalise que je pourrais trouver mieux. Et voilà. Occasionnel, cruel, inutile. J'ai senti quelque chose se taire en moi. Pas de la colère, du détachement. J'ai dit, je n'ai pas besoin de t'enchaîner. J'ai besoin de savoir que je n'attends pas mon tour. Elle s'est alors levée, le visage crispé. Je n'arrive pas à croire que tu gâches tout pour ça. J'ai regardé autour de moi dans l'appartement. Notre appartement, celui rempli d'affaires communes et de projets à moitié terminés. Non, ai-je dit. Je ne fais plus semblant, c'est tout. Elle a secoué la tête comme si je la mettais dans l'embarras. Tu vas te calmer. On en reparlera demain. Cette supposition que j'allais dormir dessus et revenir plus petit m'a tout dit. J'ai attrapé ma veste. Il n'y a plus rien à dire, ai-je dit. Elle ne m'a pas suivi. Ne m'a pas arrêté. Elle pensait que je bluffais. Elle avait tort. Je ne suis pas allé loin cette nuit-là. J'ai juste conduit jusqu'à ce que mes mains arrêtent de trembler. Je n'arrêtais pas de rejouer sa voix dans ma tête. Tu vas te calmer. On en reparlera demain. Comme si mes sentiments étaient un caprice. Comme si le temps allait me ramener à la soumission. J'ai dormi sur le canapé de mon ami Mathieu. Il n'a pas posé de questions. Il m'a juste tendu une couverture et a dit, ça va? J'ai dit, ouais. Et pour une fois, ce n'était pas un mensonge. Le lendemain matin, mon téléphone était plein. Pas d'excuses, pas de questions, des instructions. Il faut qu'on parle ce soir. Ne sois pas immature. Tu m'as vraiment fait peur hier soir. Celle-là m'a presque fait rire. Lui avoir fait peur en la prenant au mot. J'ai répondu par une seule phrase. Je pensais ce que j'ai dit. C'est fini. Sa réponse est arrivée immédiatement. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est fini, tout en majuscule? Aucune discipline de ponctuation quand la panique s'installe. Je n'ai pas répondu. À midi, le ton a changé. Je n'ai jamais dit qu'on rompait. Tu déformes mes propos. Pourquoi nous fais-tu ça? Et voilà. La réécriture. La tentative d'adoucir le rejet maintenant qu'il y avait des conséquences. Elle est passée à l'appartement pendant que j'étais au travail. Elle m'a envoyé une photo de l'écrin sur la table basse. Tu as oublié ça, a-t-elle écrit. Je ne l'avais pas oublié. Je l'avais laissé là exprès. Quand je suis rentré à la maison, elle était assise sur le canapé comme si elle y avait encore sa place. Chaussures enlevées, sweat à capuche. Posture familière, territoriale. Alors, a-t-elle dit, tu as fini de prouver ce que tu avais à prouver. Je suis resté près de la porte et j'ai dit, je n'ai pas fait ma demande pour prouver quelque chose. Elle a ricané. Tu as fait ta demande pour me mettre la pression. J'ai secoué la tête. Non, j'ai fait ma demande parce que je savais ce que je voulais. Elle a croisé les bras. Eh bien, moi non. Et ça ne devrait pas tout arrêter. Mais si, ai-je dit doucement. Parce que je n'attendrai pas indéfiniment pendant que tu décides. C'est laquelle a craqué. Tu te crois si mature, a-t-elle dit. Mais le véritable amour attend. Je l'ai regardée et j'ai réalisé quelque chose de douloureux et de clarifiant en même temps. Elle ne voulait pas de temps. Elle voulait le contrôle sur le temps. J'ai ramassé l'écrin, je l'ai glissé dans ma veste et j'ai dit, j'espère que tu trouveras ce pourquoi tu es prête. Son visage s'est tordu. Pas triste, pas en colère, offensé. Tu fais une énorme erreur, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Je sais. Et je suis reparti, cette fois pour de bon. Les jours suivants semblaient irréels, comme si la relation se poursuivait ailleurs et que j'étais juste sorti du cadre. Je suis retourné à l'appartement une fois dans l'après-midi pendant qu'elle était au travail. Je n'ai pas tout pris, juste des vêtements, mon ordinateur portable, les choses dont j'aurais besoin à court terme. J'ai laissé les meubles, les tasses que nous avions choisies ensemble, la citation encadrée stupide qu'elle aimait. Je n'essayais pas de la punir. Je ne voulais juste pas de raison de revenir. Ce soir-là, mon téléphone a commencé à exploser. Pas elle, d'abord sa sœur, puis sa cousine, puis un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Finalement,
Camille a appelé depuis le téléphone de sa mère. J'ai répondu parce que je savais que ça ne s'arrêterait pas autrement. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-elle exigé. Pas de bonjour, pas de douceur. Directement à l'accusation. J'ai mis fin à la relation, ai-je dit. Tu m'as embarrassé, a-t-elle lancé. Ma mère panique. Tout le monde pense que tu es parti sans raison. Je lui ai dit qu'il y avait une raison, que je lui avais fait ma demande. Elle avait dit non et m'avait dit d'épouser quelqu'un d'autre si je ne pouvais pas attendre. Elle a ricané. Tu es si dramatique. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ce que tu as dit, ai-je répondu. Elle est restée silencieuse une seconde, puis a dit, alors, tu as vraiment fini? Oui. Tu ne veux même pas qu'on en discute? Nous avons discuté, ai-je dit. Tu as été clair. C'est alors que sa voix a changé, vive, amère. Tu sais, mes parents te prenaient au sérieux. Ils pensaient que tu étais mature. J'ai presque ri. Je suis sérieux, ai-je dit. C'est pourquoi je ne reste pas. Elle m'a raccroché au nez. 2 heures plus tard, sa mère a appelé. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message vocal de son père, long, en colère, disant que j'avais pris Camille par surprise. Que l'engagement signifiait la patience. Que les vrais hommes ne s'enfuient pas quand les choses deviennent inconfortables. Je me suis assis sur le bord du lit en écoutant, me sentant étrangement calme. Ils étaient furieux parce qu'ils pensaient que j'allais craquer, parce que tout le monde s'attendait à ce que j'attende tranquillement pendant que leur fille décidait si je valais la peine d'être choisi. J'ai effacé le message vocal. Pour la première fois, le bruit extérieur n'avait plus d'importance. Je ne me disputais plus. J'étais déjà parti. Je pensais que bloquer son numéro m'apporterait un peu de paix. Au lieu de cela, cela a redirigé le chaos. Sa mère a cessé d'appeler après un jour. Son père après 2, mais Camille n'a pas abandonné. Elle a juste changé de tactique. Des amis communs ont commencé à m'envoyer des textos du genre « Elle souffre vraiment ». Et, elle ne le pensait pas comme ça. Et mon préféré, tu sais comment elle est. Oui, je le savais. C'était ça le problème. Un ami m'a dit que Camille avait raconté aux gens que je l'avais prise en embuscade avec la demande en mariage. Qu'elle s'était sentie acculée, qu'elle avait été honnête et que je l'avais punie en partant. Punie, comme si je lui devais un accès continu à moi, peu importe ce qu'elle choisissait. 3 jours après mon déménagement, elle a finalement envoyé un message qui est passé, par email cette fois. Long, émotionnel, soigneusement formulé. Elle a dit qu'elle était choquée que j'ai tout jeté si vite. Elle a dit qu'elle pensait que je l'aimais assez pour attendre, qu'elle ne comprenait pas pourquoi le mariage devait avoir lieu maintenant et pourquoi je ne pouvais pas simplement faire confiance à son calendrier. Ce qu'elle n'a jamais dit, c'est « je suis désolé ». Pas une seule fois. Elle a présenté la situation comme un malentendu dont nous étions tous les deux également responsables. Comme si ma réponse avait été disproportionnée. Comme si le problème n'était pas le rejet, mais mon refus de m'attarder après. J'ai tapé une réponse, je l'ai supprimée, j'en ai tapé une autre, je l'ai supprimée aussi. Finalement, j'ai envoyé une seule phrase. Je ne suis pas parti parce que tu as dit non. Je suis parti parce que tu m'as dit d'épouser quelqu'un d'autre. Elle a répondu 5 minutes plus tard. C'était une blague. Une blague? J'ai regardé l'écran, réalisant à quel point nous vivions la réalité différemment. Comment quelque chose qui m'avait proprement coupé en deux pouvait être rejeté comme une formulation maladroite une fois que cela ne jouait plus en sa faveur. Je n'ai pas répondu. Plus tard dans la nuit, Mathieu m'a demandé si ça allait. Je lui ai dit la vérité. J'étais triste, bien sûr, mais je n'étais plus confus. Et ça comptait, parce que la clarté fait moins mal que l'espoir sans cesse reporté. Et j'ai finalement compris quelque chose que j'aurais dû voir plus tôt. Elle n'a pas rejeté le mariage. Elle a refusé de me choisir tout en voulant que je reste. Et je n'étais pas fait pour ce genre d'incertitude. Le calme n'a pas duré. À la fin de la semaine, Camille s'est présentée à mon travail. Pas à l'intérieur, heureusement, mais elle attendait de l'autre côté de la rue quand je suis sorti, les bras croisés, des lunettes de soleil comme si elle avait répété la scène. « On peut parler ?» a-t-elle demandé, déjà agacée que je n'ai pas souri. J'ai failli dire non.
presque. Mais la curiosité l'a emporté. Nous nous sommes assis sur un banc. Public, neutre. Elle a commencé immédiatement. Je ne comprends pas pourquoi tu agis comme si c'était une énorme trahison. Je lui ai dit que je n'agissais pas. Je réagissais. Elle a ricané. Tu as 25 ans, Léo. Les gens attendent. Tu ne fais pas exploser une relation parce que quelqu'un n'est pas prêt selon ton calendrier. Je lui ai demandé s'il y avait un calendrier, un âge, une année, quelque chose de concret. Elle a hésité, puis a lancé, pourquoi as-tu besoin de garantie? C'est si peu séduisant. Ce mot, peu séduisant, m'a fait quelque chose, comme si elle notait ma valeur en fonction du peu que je demandais. J'ai dit, je n'ai pas besoin de garantie. J'ai besoin d'intention. Elle a levé les yeux au ciel. On dirait un podcast. Puis elle s'est penchée et a dit la phrase qui a mis fin à la conversation pour de bon. Tu sais, mes parents t'adoraient. Tu veux vraiment être le gars qui est parti parce qu'il ne pouvait pas attendre? Je me suis levé. Non, ai-je dit. Je suis le gars qui est parti parce qu'il n'a pas été choisi. Elle s'est levée aussi, déconcertée maintenant. Tu déformes tout. Non, ai-je dit calmement. Je vois enfin les choses clairement. Elle a ri, amèrement cette fois. Tu vas le regretter. J'ai haussé les épaules. Peut-être, mais je ne regretterai pas de me respecter. Son visage s'est durci. Ne t'attends pas à ce que j'explique ça aux gens pour toi. J'ai souri légèrement. Je ne m'y attends pas. Et je suis parti alors qu'elle était encore là, réalisant trop tard que je ne reviendrais pas. Elle pensait que la distance me ferait peur. Ce ne fut pas le cas. Elle m'a libéré. Je pensais que ce serait enfin la fin. J'avais tort. 2 jours après qu'elle m'ait acculé devant mon travail, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt avec des numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai ignoré les premiers. Puis un message vocal est passé. C'était sa mère. En colère, forte, ne prétendant même pas être calme. Elle m'a accusé d'avoir humilié Camille, de l'avoir menée en bateau, d'avoir fait ma demande en sachant pertinemment qu'elle n'était pas prête, ce qui était une nouvelle pour moi. Étant donné que Camille avait passé la dernière année à parler de mariage comme d'une hypothèse dans laquelle elle s'attendait à entrer un jour. 1 heure plus tard, son père a appelé. Même ton, angle différent. Il a dit que j'avais manqué de respect à leur famille, que j'avais créé un drame en partant au lieu d'être patient comme un adulte. Il a dit que le véritable engagement signifiait attendre sans pression. Ce qu'aucun d'eux n'a mentionné, c'est que Camille m'avait dit d'épouser quelqu'un d'autre. Pas une seule fois. Le soir même, la famille élargie avait aussi son opinion. Une cousine que j'avais rencontrée 2 fois m'a envoyé un message sur Instagram disant que Camille était dévastée et que j'avais trahi sa confiance. Quelqu'un d'autre a demandé pourquoi j'avais fait ma demande si c'était pour partir. Celle-là m'a presque touché parce qu'elle m'a fait réaliser comment l'histoire était racontée. Dans leur version, Camille était une jeune femme de 24 ans confuse qui avait besoin de temps. J'étais le gars qui ne supportait pas d'entendre non. Il n'y avait pas de place dans cette histoire pour son ton, son roulement des yeux ou sa supposition que je resterais de toute façon. Je n'ai corrigé personne. Non pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que je n'en avais pas besoin. Tard cette nuit-là, Camille m'a envoyé un texto d'un nouveau numéro. Tu n'avais pas à laisser les choses devenir si laides. J'ai regardé l'écran, épuisé d'une manière qui n'avait rien à voir avec le sommeil. J'ai répondu par une seule ligne. Je n'ai pas rendu les choses laides. Je ne suis juste pas resté silencieux. Elle n'a pas répondu. Mais j'ai su alors que ce n'était plus une question d'amour. C'était une question de réputation. Et le fait que sa famille soit furieuse m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils n'étaient pas contrariés qu'elle ne soit pas prête. Ils étaient contrariés que je n'ai pas attendu de toute façon. Ce qui est drôle, c'est qu'une fois que sa famille s'en est mêlée, Camille est soudainement devenue silencieuse. Plus de textos en colère. Plus d'apparitions surprises. Juste un silence radio pendant quelques jours, comme si elle se regroupait, laissant tout le monde se battre pour elle. Puis elle a de nouveau pris contact. Un email cette fois. Objet, pouvons-nous parler comme des adultes? Rien que ça m'a irrité. Elle a écrit que les choses avaient dégénéré, que ses parents étaient contrariés et que cela créait des tensions inutiles.
Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu que ça dégénère et qu'elle se sentait prise au milieu. Pas une seule fois elle n'a mentionné ce que je ressentais ou ce que ce moment à genoux avait été pour moi. Elle a dit qu'elle m'aimait toujours, qu'elle avait juste besoin de plus de temps pour se sentir en sécurité, que nous nous étions peut-être précipités en emménageant ensemble, que les attentes s'étaient peut-être désalignées. Beaucoup de langage passif, beaucoup de « les choses sont arrivées », comme si aucun de nous n'avait de pouvoir d'action. Puis est venue la phrase qui m'a montré que rien n'avait vraiment changé. J'aimerais juste que tu n'aies pas réagi de manière aussi extrême. Réagi, comme si partir après qu'on vous ait dit d'épouser quelqu'un d'autre était une réaction excessive. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé l'email reposer pendant que je pensais aux 3 dernières années, à la fréquence à laquelle elle avait mis fin aux discussions avec un « tu réfléchis trop ». À la fréquence à laquelle elle avait décidé du rythme et s'attendait à ce que je le suive tranquillement. Comment, pas prête, avait toujours signifié, pas prête à te choisir, mais, toujours prête à te garder. J'ai répondu le lendemain matin. Je n'ai pas réagi. J'ai décidé. Il y a une différence. Elle a répondu 1 heure plus tard. Donc c'est tout. Tu n'es vraiment pas du tout disposé à attendre. J'ai lu cette phrase 3 fois avant de bien comprendre. Même maintenant, après tout, elle voyait toujours cela comme mon refus d'attendre, et non comme son refus de choisir. J'ai tapé un dernier message. J'ai attendu 3 ans. Je n'attendrai juste pas sans direction. Elle n'a jamais répondu après ça. Mais j'ai appris plus tard qu'elle avait dit aux gens que j'avais renoncé à l'amour. La vérité était plus simple. J'ai renoncé à espérer que quelqu'un voudrait un jour ce que je savais déjà que je voulais. Je pensais que l'histoire s'estomperait après ça. Que le temps et le silence feraient leur travail. Au lieu de cela, la situation a dégénéré. Un ami commun m'a d'abord prévenu. Et, les parents de Camille sont vraiment en colère. Genre, très en colère. Apparemment, il racontait à qui voulait bien l'entendre que je l'avais menée en bateau. Que j'avais fait ma demande en sachant qu'elle n'était pas prête, juste pour lui forcer la main. Que je l'avais humiliée en partant au lieu d'être patient. Ce qui m'a surpris, ce n'est pas qu'ils soient en colère. C'est à quel point ils l'ont pris personnellement. 2 jours plus tard, la tante de Camille, quelqu'un à qui j'avais parlé peut-être 3 fois dans ma vie, m'a laissé un message vocal. Elle a dit que j'avais brisé le cœur de Camille. Que les jeunes hommes comme moi fuient dès que les choses deviennent sérieuses, que je devais grandir. J'étais assis là à écouter, le téléphone à la main, me sentant étrangement détaché. Parce que voici la chose que personne ne voulait aborder. Si Camille croyait vraiment que nous n'étions pas prêts pour le mariage, alors mon départ aurait dû avoir du sens. Douloureux, certes, mais logique. La fureur n'avait de sens que s'il supposait que j'étais censé rester de toute façon. Cette nuit-là, Camille m'a de nouveau envoyé un texto. Je n'ai jamais voulu que ma famille soit mêlée à ça, a-t-elle écrit. Tu aurais pu simplement attendre. Et voilà. La croyance fondamentale mise à nu. J'ai répondu 1 fois. Calme. Final. Je n'ai mêlé personne à ça. Et attendre ne fonctionne que lorsqu'il y a quelque chose que l'on attend. Elle a répondu avec une dernière tentative de culpabilisation. Donc 3 ans ne signifiaient rien pour toi. J'ai regardé cette question plus longtemps que n'importe quelle autre. Puis j'ai tapé la vérité. Ça signifiait assez pour que je pose la question, et assez pour que je parte quand la réponse était claire. Elle n'a pas répondu, mais les appels ont cessé après ça. Les messages ont ralenti. La colère s'est éteinte une fois que tout le monde a réalisé que je ne reviendrai pas pour négocier. Je n'ai rien gagné. Je n'ai pas prouvé un point. J'ai juste refusé de rester dans une relation où l'engagement était toujours pour plus tard et mon rôle était toujours d'attendre. Et d'une manière ou d'une autre, cela a rendu les gens plus en colère que si j'avais trompé ou menti, parce que partir tranquillement ne leur donnait rien à réparer. Cela fait quelques semaines maintenant. Assez longtemps pour que les appels cessent. Assez longtemps pour que la colère s'éteigne. Assez longtemps pour que les gens arrêtent de me demander si ça va et commencent à accepter que ce n'était pas une phase dont j'allais sortir. J'ai emménagé dans un endroit plus petit, plus près du travail. C'est calme, les murs sont nus, pas de meubles partagés, pas de souvenirs. J'aime ça plus que je ne l'aurais cru. Voici la partie qui continue de tourner dans ma tête, cependant. Camille croyait sincèrement que je resterais à chaque étape.
Elle a supposé que la demande en mariage n'était qu'une étape sur laquelle je reviendrais éventuellement, que je rangerais la bague, et continuerais à construire une vie avec elle pendant qu'elle déterminerait si je valais la peine de m'engager. Elle pensait que « pas prête » signifiait « pas maintenant » et non, je ne te choisis pas. Au moment où elle a dit « épouse quelqu'un d'autre si tu ne peux pas attendre », quelque chose en moi s'est éteint tranquillement, définitivement. C'était le point de rupture qu'elle n'a jamais remarqué. Au moment où sa famille a commencé à appeler, au moment où elle a essayé d'adoucir les choses, au moment où elle a recadré la situation en me faisant passer pour un impatient, j'étais déjà parti. Je n'ai pas mis fin aux choses bruyamment. Je ne l'ai pas insulté. Je ne l'ai pas traîné en ligne ni ne me suis disputé avec ses parents. J'ai rangé la bague. J'ai dit la vérité une fois et je suis parti. Certaines personnes pensent que les relations se terminent par des explosions, des tromperies, des disputes et des blocages de numéros. La nôtre s'est terminée parce que j'ai refusé de passer une audition pour l'engagement. Je l'aimais. Je l'aime probablement encore dans un coin tranquille de mon cerveau. Mais l'amour ne suffit pas quand on est le seul à vouloir choisir une direction. Elle voulait du temps. Je voulais de l'intention. Et quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas avoir les deux, je me suis choisi et je suis parti sans supplier. Cette décision me semble toujours juste, même maintenant.